Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Assoir. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors là on vient de voir une masterclass absolue de Brian Ortega face au Korean Zombie. Finalement on avait dit cette défaite, première défaite en carrière face à Max Holloway, il était à 14-1 avant d'arriver sur la Fight Island. On pouvait avoir un Brian Ortega qui avait fait énormément de changements, qui avait le risque de se dire il est peut-être tombé amoureux finalement de son anglaise et en striking. Et là c'était majestueux. Pour reprendre une expression chère à Rust, c'était beau à en pleurer. Ouais, non vraiment. Non mais vraiment, Ouais. là c'est... En fait, on se demandait comment est-ce qu'elle allait revenir, parce qu'en fait, la grosse inconnue, je crois qu'on avait tous les deux mis Korean Zombie, parce qu'on savait pas. Tous les trois d'ailleurs, On savait pas comment est-ce qu'allait revenir Brian Ortega. Je pensais même pas que c'était possible de se réinventer autant en l'espace de 2 ans. Enfin, Là c'est la créativité avec le cadrage qu'il n'y avait pas avant. En fait, il y avait tout, c'est-à-dire que c'est devenu un artiste martial ultra complet, mais même super bon et efficace, même dans les domaines dans lesquels ça pêchait un peu. C'est-à-dire que déjà, il a développé tout un jeu en kick et en striking qui est, honnêtement, c'est d'une profondeur maintenant c'est juste impressionnant en fait. C'est-à-dire que non seulement il est beaucoup plus varié dans ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que l'anglais, c'est pas qu'il y a que l'anglaise maintenant, il y a les déplacements qui sont intelligents, il y a beaucoup de feintes, que ce soit des feintes de kick, des feintes d'anglaise, des feintes d'entrée. Feinte en single leg aussi. Exactement, et en fait c'est ça, c'est quand on dit que c'est en train de devenir un artiste martial complet, c'est qu'il y avait les feintes en single leg, il mixait tout en même temps, c'est-à-dire qu'il y avait les feintes et en même temps il les faisait de temps en temps, il y a eu des tentatives d'amener au sol, et en kick, le jab, il est passé tellement crème, franchement, mais il avait la tête qui faisait le flipper Korean Zombie, quoi. Bah c'est de toute façon tout le côté gauche du Korean Zombie à la fin. Ouais, il a morflé. Ouais. Et c'est vrai que c'était impressionnant, en fait. On pourrait presque se dire en regardant le combat que le Korean Zombie était pas lui-même et c'est possible, mais je ne pense pas, parce que ce que je pense surtout, c'est que surtout qu'il a eu des très bons moments. Il a eu des bons, et au premier round. Alors après, il y a eu un avant et un après aussi, le knockdown. début de deuxième round aussi. Début de deuxième. Le knockdown, c'était au quel round? Il y a eu un knockdown au premier, un knockdown au deuxième. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui a dû beaucoup aussi, parce que je suis fan du Korean Zombie, c'est difficile. Oui, Mais en fait, ce qui était impressionnant surtout, c'est qu'il y a aussi le fait que Brian Ortega, par ses feintes, par ses constants, des types constants, par les kicks, et en plus il avait vraiment non seulement une variété de kicks, mais tu peux avoir des kicks variés et pas savoir comment les utiliser. Il savait exactement comment, c'est-à-dire qu'il empêchait les avancées, parce qu'en fait il se faisait chasser pendant le combat par Korean Zombie, mais le Korean Zombie était un peu, il le cadrait, il le chassait, mais il arrivait à ne rien faire réellement en fait, parce que chaque fois ça se faisait timer aussi. Il se faisait timer à chaque fois. Ortega arrivait bien justement à le frustrer avec ses kicks et à casser chacune de ses avancées. Donc et en plus, au niveau des il mettait des très très bons low kicks, des très bons types aux jambes, des types un peu partout. Il oscillait circulaire aussi souvent sur l'extérieur, sur sa droite. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a permis de mettre beaucoup de low kicks de sa jambe avant. Et en gros, c'est vrai que c'était impressionnant. Il mixait même les low kicks qui ont fini par payer avec les high kicks de temps en temps. Enfin, et même au niveau de l'anglaise, bien plus impressionnant, bien meilleur. Enfin, en 2 ans, on a clairement vu les progrès. Maintenant, c'est du délire. Il a une courbe de progression qui est délirante. Et d'ailleurs, shout out, il a dit qu'il travaillait avec aussi un de mes fighters préférés en boxe thaï, qui est Kevin Ross. Donc, allez voir les combats de Kevin Ross, vous allez trop kiffer. Donc, bah voilà, tout est en train de se mettre en place. Je suis impressionné, et toi aussi, j'ai l'impression. Donc, énorme. Bravo. Et avant de voir la suite, Opération 50 G's. Oui. Alors déjà, merci pour les retours, pour l'interview de Fernand Lopez et le reportage sur Cyril Gane. Merci beaucoup. Parce que Rust a transpiré. On a chié, ouais. Rust en a chié. C'était cool à faire. Et franchement, on a passé les dizaines d'heures, mais ça valait le coup. Exactement. Donc merci beaucoup. Et puis donc l'opération 50 G, là c'est un peu le bordel parce que tout le monde est en train de se barrer, tout le monde est en train de manger. Ouais. Donc on vise les 50 000 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, on a commencé déjà, il y a une bonne accélération parce que vous jouez le jeu et franchement merci. C'est assez ouf. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas un objectif avant Noël, quoi. Exactement. 31 décembre. Bon, allez de Noël. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Petit pouce bleu aussi sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. On va poursuivre mon cher, parce que là, donc ça y est, Ortega, grâce à cette masterclass, sécurise donc le title shot face. Ah, c'est officiel? Oui, c'est officiel. Dana White l'avait dit avant le combat et là il lui a dit une nouvelle fois, juste après, qu'il allait avoir le title shot face à Alexander Volkanovski. Je suis très impatient à l'idée de voir ce combat-là. Moi aussi. Et après, surtout, Volkanovski, c'est l'étape au-dessus en termes de striking. Mais du coup, tant mieux. Parce que de toute façon, là, aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que c'est clair, c'est ta
t'as vraiment un espèce de mix, et d'ailleurs Brian Ortega l'a dit, entre Max Holloway, lui, et Volkanovski. Ouais, et c'est clair. Enfin, maintenant, avec une victoire comme ça sur Korean Zombie, tu peux que te placer en pole position pour un title shot. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'en fais juste pour glisser que malgré tout, dans la défaite, Korean Zombie est un des mecs les plus, les plus stylés du monde. Et que, voilà, je continue à dire que c'est un putain de personnage de western. Quand il est rentré, je tiens juste à le dire parce que j'adore ce mec. Et juste, bon, au-delà du fait que, là, il a été frustré et qu'il a pas réussi à se mettre en marche avant. Mais quand il est rentré, j'avais l'impression d'être dans un film. Déjà, le cri, c'était des frissons, mais aussi, c'est un détail de ouf, je sais. Et après, t'inquiète, on parle du reste. Sa copine qui faisait sa prière avec son smartphone. Oui, merde, je pensais qu'elle priait, en fait, elle était sur son smartphone. J'étais en mode, ouais, c'était génial, c'était Hollywood, et en fait, non, pas du tout. Mais en fait, juste, il est arrivé, il a fait un truc en mode... Enfin, un terrible. Ouais, who knows. Et en gros, il est arrivé simplement quand il a dit, en gros, à ses cornermen, j'y vais. Il avait un sourire, mais trop stylé, en mode, il voulait rassurer ses cornermen, mais avec un sourire qui vient du cœur. Et donc, il a, grand sourire à son cornerman, etc., qui est déstressé. Et après, sa copine, énorme sourire, mais en mode vraiment, tu sais, comme dans les films, en mode, t'inquiète, ça va bien se passer. Bon, ça s'est pas bien passé, mais au moins, ça venait tellement du cœur. Je le kiffe, ce mec. Il est tellement stylé. C'est un personnage de BD. Magnifique. Et pour finir sur Brian Ortega, qui bat son record de frappe significative, 127. Son précédent record, c'était 110 face à Max Holloway. Oh, impressionnant. Eh oui, impressionnant. Donc, en tout cas, vivement la suite pour Brian Ortega. Et puis, donc, deuxième partie de ce récap, c'est la victoire de Fares Ziam. Très content. Content de cette victoire parce qu'il l'a arraché vraiment. C'était chaud. Et puis en plus, vous avez sûrement vu la post-fight interview de Fares Ziam où Ross a pu lui poser quelques questions en français, s'il vous plaît. Et donc on vous mettra ça en lien peut-être au début de la vidéo ou peut-être au-dessus si on a. En tout cas, c'est sur la chaîne. En tout cas, c'est sur la chaîne. Alors, donc pour revenir à cette victoire de Fares Ziam, où là, il se savait, il l'avait dit dans l'interview, attendu en grappling du côté de ses adversaires, parce que c'est vrai, ancien combattant du Glory, rappelons-le quand même, Fares Ziam, Team Esbiré aussi par le passé, donc forcément, à chaque fois, ses adversaires allaient le chercher là. Il a été cherché par son adversaire encore aujourd'hui, et franchement, il s'est fait mettre au sol, mais chaque fois, s'est relevé, a réussi à inverser la tendance, donc moi, je trouve personnellement que c'est très encourageant dans ce domaine-là. Moi aussi. Après, il s'est relevé avec plus de mal dans les deuxième et troisième rounds. Oui, et c'est vrai que les gens qui disent que c'était une victoire très très serrée, c'est vrai. Hein. C'était très 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 serré. Et c'est pas volé non plus. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que ça dépend comment est-ce qu'on juge le combat. À mon sens, si vous êtes australien ou pas. C'est ça, ou français. Mais en gros, franco-algérien en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai que ça dépend. Si tu juges sur les impacts et le dommage causé, honnêtement, je pense que c'est Fares. Parce que quand Moularki a mis Fares au sol, il l'a maintenu au sol pendant plusieurs longues minutes, mais je crois il n'y avait pas de dommage. Mais c'est ça, il n'y avait pas de dommage. Très bien pour le coup. Il contrôlait. Donc exactement, c'est-à-dire qu'il contrôlait les dommages qui lui étaient causés. Et en fait, c'est vrai que même si du coup, par ce fait-là, parce qu'il y a aussi les juges qui peuvent noter les takedowns et le contrôle au sol, c'est pas évident de noter. C'est clair que ça aurait très bien pu aller d'un côté comme de l'autre, mais les impacts, oui, c'est mérité, je trouve, par le dommage et les impacts. Et effectivement, en fait, même s'il y a eu un coup de moins bien quand même dans les deuxième et troisième rounds, en fait, je pense qu'il y a eu un truc qui a joué aussi, et il l'a dit un tout petit peu, enfin ça c'est mon analyse, mais il l'a dit un tout petit peu Fares, c'est qu'il s'attendait à ce que Moularki gasse en fait. Il s'attendait à ce qu'il ralentisse parce que c'est ce qu'il a fait dans les combats précédents. Et je pense qu'il y a eu un truc un peu psychologique où quand Fares a vu qu'en fait le mec ne ralentissait pas, il y a dû y avoir un petit oh putain la flemme et du coup t'es moins dedans, enfin je sais pas, on a beau dire hein, mais il trouvait du succès, enfin il était dépassé debout et chaque fois qu'il allait en grappling, chaque fois qu'il faisait pression contre la cage, certes, il causait pas de damage, mais dommage, exactement. Mais il gagnait du temps, et surtout, lui, il se donnait un petit peu d'air. Donc c'est vrai que pour il se donnait de l'air, et puis ça score. C'est-à-dire que même si tu fais pas de dommages, quand tu immobilises un gars, pour les juges, ça fait un truc. Mais effectivement, en fait, là où je suis vraiment, en fait, ça fait vraiment plaisir, c'est le fait que, en gros, le premier combat, c'était clairement, c'était une défaite, short notice, il en a beaucoup appris. Et là, ce qui est vraiment mortel, c'est que c'est une victoire, mais comme c'était super chaud, il a quand même énormément aussi de trucs sur lesquels il peut apprendre. Mais en plus de ça, parce que voilà, il va apprendre énormément de choses de ces deux derniers rounds, etc. Il peut aussi apprendre
et être carrément fier de lui parce qu'il a vraiment pu montrer pas mal de trucs aussi. Ouais. Honnêtement, dans le premier round, c'était masterclass. Ah, c'était super. Debout, c'était sublime, gestion des distances, déplacement, il se faisait pas cadrer, il se faisait pas trop, quasiment pas toucher. Non. Le jab était superbe, le crochet du gauche était superbe, il arrivait à Les déplacements le timing, les déplacements. Non, franchement, les low kicks, il s'en est pris aussi, mais il en a mis des très très bons. Et en clinch, il était pas en difficulté. Au sol, il a été mis au sol, mais rapidement, il a renversé. Ouais. Honnêtement, le premier round, c'est tellement cool parce qu'il a énormément de motifs de satisfaction. Il a pu montrer ce qu'il savait faire. Et c'est ça aussi la différence pour moi entre les deux, c'est que on peut dire que Mullarkey a peut-être gagné le combat, mais à aucun moment il était en contrôle. Alors que Faresiam, son premier round, c'est autoritaire. Vraiment, ah ouais, non, c'est clair. Honnêtement, c'est si tu mets les 3 rounds comme le premier round, c'est une victoire unanime et limite presque, tu pourrais dire, c'est landslide, quoi. C'est un toboggan, tu vois. Parce qu'il s'impose 29-28, 29-28, 29-28, ce qui veut dire qu'il l'a remporté aux yeux des juges 2 rounds sur 3. Ouais. Voilà. Ouais, effectivement. Mais donc voilà, ça fait plaisir. En plus, c'est cool parce que maintenant qu'il a cette victoire, comme il le disait lui-même, la pression redescend. Oui. C'est-à-dire que, voilà, il a une victoire à l'UFC, ça c'est à jamais, c'est pour l'histoire, quoi. Donc voilà, franchement, belle perf, bravo à lui, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, c'était chaud, mais c'est pas immérité. Donc maintenant, vivement la suite. Il veut Bobby Green parce qu'il... Et c'est cool d'ailleurs qu'il colloque des gens. Il en a marre du grappling Faresiam. Donc là, il veut un striker. C'est vrai que pour lui, ça pourrait être aussi intéressant, mine de rien. Donc non, c'est pour ça, honnêtement, c'est vrai que ce serait cool. Il est tombé sur Don Match qui aurait pu échanger en striking, mais qui a décidé de ne pas le faire avec Fares. Il est tombé ensuite sur Mullarkey qui clairement, il a compris très vite qu'il n'était pas au niveau debout de Fares. Et a raison. Donc effectivement, non seulement c'est cool du point de vue marketing qui call out un gars parce que c'est ce qu'adorent les fans. Il a dit I have one name. One name only. Voilà, Bobby Green. En plus, Bobby Green qui est excitant. Et puis quel nom? Bobby Green. Bobby Green, voilà, le mec il est issu d'un film de Tarantino, tu sais. Et donc ça fait plaisir. Donc ouais, vivement la suite. Et bravo. Et bravo. Bravo Fares, bien. Donc big shout out à My Sweet Protein. Et My Protein, moins 38% avec le code de la sueur. Et Venom, notre sponsor. 10% avec le code de la sueur. Vous voulez parler de quoi? De Jessica? Ouais, on peut. Non, mais je voulais parler de Khamzat en fait. Ah oui, oui. Parce qu'on l'a vu, il a illuminé la soirée. Exactement. Parce que on a vu des choses que vous n'avez peut-être pas vues. Même sûr, probablement pas. Moi qui n'étais pas jusqu'à maintenant fan absolu de Khamzat, je le suis devenu grâce à cette soirée. Ça y est, la diff a été faite. En gros, c'est parce que il a été cornerman, parce qu'il y avait un ami à lui, qui était coéquipier aussi, Gouram, j'ai oublié son nom, qui a fait un combat de dingue, qui était contre Mathieu Gamrot, 17-0 en quart, qui devait affronter notre cher Saline Parnasse au KSW, qui arrivait avec une hype monstrueuse, très bon lutteur. Et le combat était impressionnant, mais gagné effectivement, c'était chaud aussi, mais par le pote géorgien de Khamzat. Et en fait, honnêtement, Khamzat, il était impressionnant. Déjà, il a une présence, mais putain, il est flippant. Il était dans le corner de son pote. Il a vécu le combat. Entre les rounds, Khamzat était en mode, il se battait en même temps. T'avais l'impression qu'il avait qu'une envie, c'est de rentrer. Il mimait les trucs, il faisait des... Mais il était fou. Et après la fin du combat, encouragements pendant le combat. On n'entendait que lui. Et en gros, même après le combat, donc c'était chaud. Et il savait que c'était chaud, le corner aussi. Donc la décision, en plus, elle était split, je crois. Et quand le gars, et donc Khamzat était genre, il était monté sur un tabouret, il était contre la cage. Quand les gars ont annoncé, il a fait waouh, comme ça, je sais plus ce qu'il a fait. Et en gros, il est rentré. Et il me semble même qu'il a escaladé la cage et qu'il est rentré. Guram Katou Katateladze. Katateladze. Voilà. Kutateladze. Et donc, vraiment, il était impressionnant. Et en plus, après ça, déjà avant la décision, genre quand le combat était fini, avant la décision, il était en train de faire les 100 pas comme ça en dehors de la cage. Il a enlevé son pull, il a fait était comme ça. Et puis après le manager qui appelle Khamzat de venir dans la cage. Et en plus de ça, d'ailleurs, ce que vous n'avez probablement pas vu non plus, c'est que c'est un peu en mode Connor. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs, il était avec sur la table de Dana White. Complètement. L'UFC, le Twitter UFC Europe a tweeté ça pour dire regardez qui est à côté de Dana. Donc quand t'es à la table de tonton Dana, quand t'es à la droite du père, c'est qu'il y a des bons plans pour toi. Exactement. Donc bref, franchement, Khamzat, cette passion vraiment qu'il a eue. En plus, ce qui est très bien, là, vous l'avez sûrement vu pour le coup, c'est la post-fight interview, donc du coéquipier de Khamzat, il y a un journaliste qui a essayé de mettre un petit bif entre les deux en mode est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous extirper de l'image de Khamzat? Et il a fait pas du tout, parce que c'est mon frère et je pense qu'il donnerait tout pour moi et réciproquement, et les deux échangeaient des regards. Ça, c'est la vie, ça. Ça fait plaisir, vraiment, c'est con, mais ça fait plaisir, tu vois. Bon, allez. Un peu de loyauté. J'aime trop quand on se regarde, un peu de loyauté. Allez, on essaye, hein. À la prochaine. Swear.